Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez et me voyez? Super, parfait. Merci à tous d'être venus, de vous connecter. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur le rapport durabilité simplifié pour les PME volontaires. Donc, comme vous le savez, il y a la directive européenne CSRD pour les grosses entreprises. Et dans ce webinaire, nous allons parler de la directive Petite Sœur, qui est pour les PME volontaires, donc celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de CSRD. Donc, je me présente, Yoshai Saïdov, expert comptable, commissaire aux comptes et membre du comité durabilité. Ma co-animatrice Nathalie Helio essaye de se connecter. Normalement, elle devrait arriver. Nous allons commencer ce webinaire. Donc, une petite introduction pour vous mettre le contexte de cette norme. Puis un rappel du cadre de la CSRD et comment nous arrivons au rapport volontaire ainsi que des concepts clés liés à ces deux directives. Ensuite, nous allons présenter la directive donc VSME, donc c'est Very Small Entity. Donc, c'est le rapport volontaire des PME. Puis, nous arriverons à la partie assez principale, c'est comment nous, experts comptables, devons procéder pour mettre en place ce rapport chez nos clients pour qu'ils aient, lorsqu'ils en auront besoin. Donc, première question, c'est pourquoi nos clients devraient avoir ce rapport volontaire chez eux. Première raison, ce rapport volontaire, déjà, décrit une volonté proactive de l'entreprise d'impacter la durabilité et la protection de l'environnement et de ses salariés dans son économie. Donc, ça montre vraiment une volonté d'améliorer la qualité de vie de son entreprise et dans son entreprise. Ensuite, ça permet d'améliorer la gestion des enjeux de durabilité de l'entreprise et être plus compétitive avec ses meilleures résiliences à court terme, une meilleure résilience à court terme, moyen terme et long terme. Donc, ça veut dire que ça permet à l'entreprise de montrer à ses parties prenantes, à sa chaîne de valeur, qu'elle veut s'améliorer dans sa production. Ensuite, parce que l'entreprise travaille avec des grandes entreprises soumises à la CSRD, et qu'elle demande de compléter des questionnaires afin de rendre compte des initiatives en matière de développement durable des acteurs avec lesquels elle travaille dans leur chaîne de valeur. Donc, comme je vous l'ai dit, la norme PME, rapport durabilité des PME volontaires est la petite sœur de la CSRD. Les entreprises, les groupes qui auront l'obligation d'émettre un rapport CSRD devront mettre dans ces indicateurs la part d'impact environnemental et social que les membres de sa chaîne de valeur, donc clients, fournisseurs, ont. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont demander aux entreprises sous-traitantes clientes, donc fournisseurs et clientes, de leur remonter des informations extra-financières. Et c'est là que ce rapport arrive. Donc, voilà. Donc, c'est surtout pour avoir pour entrer dans des enjeux, dans des appels d'offres, publics et privés. Les entreprises, les PME devront émettre ce rapport. Évidemment, au lieu des questionnaires, une PME pourra soumettre son rapport volontaire à ses clients et financeurs et à toute autre partie prenante. Donc, dernier point très important, dans peu de temps, les banques ne feront des prêts qu'à des entreprises qui montreront patte verte. Et pour montrer cela, les PME devront émettre un rapport pour montrer leurs indicateurs et leurs performances extra-financières. Nathalie, tu
peux Oui, parler. bonjour à tous et à toutes. Désolée du contretemps, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, je vous rejoins. Je vous rejoins. Alors, Donc, je vais laisser Nathalie prendre la partie sur le cadre général de la voilà, je CSRD. vais vous parler du cadre général de la CSRD. Donc, la CSRD est une norme qui a été mise en place par l'Europe pour traiter de toutes les problématiques de durabilité et tenir compte des différentes instances qui s'étaient réunies et qui avaient décidé de mettre en place ce qu'on appelle le Green Deal, c'est-à-dire toute cette réflexion sur les problématiques environnementales et les mesures qui pouvaient être prises pour que les entreprises et les différents acteurs économiques puissent faire des actions de façon à avancer sur ces questions. Donc, pour cela, l'Union européenne a donc mis en place des normes CSRD et ils ont également développé des éléments de taxonomie, c'est-à-dire ils ont fait des classifications de différents critères et, et ils ont souhaité de la transparence au niveau des acteurs des marchés financiers. Donc, on reprend effectivement ces éléments de Green Deal, donc cette stratégie pour le renforcement des fondements de l'investissement durable pour les entreprises, la taxonomie, et puis les entreprises institutions financières qui sont tenues maintenant qui vont être dans l'obligation de divulguer davantage de données concernant leur impact sur le climat et l'environnement. Donc nous, dans le cadre de ce webinaire, ce qui nous intéresse spécifiquement, c'est les normes CSRD qui sont déclinées en ESRS pour les PME cotées et les PME volontaires, puisque nous, on est dans le cadre du rapport sur les PME. Donc, cette obligation de reporting dont on va parler, en fait, n'est pas une obligation de faire pour l'entreprise, mais une obligation de donner à voir ce qu'elle fait et ce qu'elle s'est engagée à faire. Voilà. Je vais repasser la main à Yoshe pour les concepts clés. Donc, avant de partir et d'entrer profondément dans la norme en elle-même, je vais quand même vous rappeler quelques concepts clés qui seront peut-être redondants pour ceux qui ont fait le visa durabilité. Nathalie, est-ce que tu peux juste couper le micro, le son, le micro, parce que je crois qu'on m'entend en double, enfin on m'entend en écho. Donc, quelques concepts clés pour que vous puissiez comprendre certaines bases de la norme. Donc, premier concept, c'est qui a l'obligation, qui sont ces PME qui ont l'obligation de pouvoir émettre cette norme. Donc, ici, je vous rappelle le calendrier théorique de la norme CSRD. Donc, en 2024, donc cette année, les entreprises d'intérêt public, donc celles qui sont cotées, les assurances, les banques, qui ont plus de 50 millions de chiffre d'affaires, 25 millions de bilan et plus de 500 salariés. Donc, je vous rappelle que ce sont les seuils mis à jour au 1er janvier 2024, ont l'obligation d'émettre le rapport CSRD en 2025. Donc, évidemment, ces sociétés ne pourront pas faire de rapport volontaire en 2025. Mais par contre, toutes les entreprises qui, en 2026, 2027, 2028 et 2029, devront émettre ce rapport, pourront, en 2025, faire un rapport volontaire de PME pour, entre guillemets, se préparer à leur rapport CSRD. Donc, en 2025, nous aurons les grosses entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils, donc qui ne sont pas cotées, par exemple, mais qui dépassent les seuils de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, 25 millions de total bilan. Puis après, nous avons les PME cotées, qui sont en dessous des seuils. Puis après, nous avons les groupes non UE, dont le CA dans l'Union européenne dépasse les 150 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour la CSRD. En 2029, les PME qui sont en dessous, donc qu'on définit ici par des seuils, mais qui sont en fait toutes les PME qui ne sont pas éligibles à la CSRD, pourront émettre un rapport volontaire de durabilité. D'accord ? Donc nous avons les seuils mis à jour au 1er janvier 2024.
1er mars 2023, pardon. On va arriver, 1er mars 2024. Ensuite, le deuxième concept clé, qui est l'un des plus importants, que ce soit la CSRD ou ici dans le rapport volontaire, c'est la double matérialité. On en a entendu parler. Qu'est-ce que la double matérialité? La double matérialité sont des seuils que vont utiliser les entreprises, donc nos clients, pour déterminer si, dans leur rapport durabilité, certaines parties sont à développer ou pas. D'accord? On va voir qu'il y aura plusieurs parties dans les rapports. Et il faut voir si il faut en parler de tous ou alors d'une certaine. Donc, il y a deux matérialités dans la CSRD et dans le rapport volontaire. Il y a la matérialité d'impact et la matérialité financière. Chaque enjeu de durabilité qui dépasse un des deux seuils, évidemment, est considéré comme significatif. Encore une fois, c'est les clients qui ont ces seuils, pas les commissaires aux comptes ou les auditeurs. C'est vraiment les clients qui doivent mettre en place ces matérialités. La matérialité d'impact. Donc, définition de la matérialité d'impact, c'est une influence matérielle, réelle ou potentielle, positive ou négative sur la population ou l'environnement à court, moyen et long terme, liée aux activités propres de l'entreprise et à sa chaîne de valeur, donc en amont et en aval, y compris par l'intermédiaire de ses produits et services, ainsi que de ses relations d'affaires. Donc, la matérialité d'impact, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet que va avoir l'entreprise dans sa production de biens ou de services sur des tiers. Donc, que ce soit des populations, que ce soit l'environnement, ou que ce soit même ses parties prenantes. Donc, on va parler de IRO, donc de impact, risque, opportunité, dans la CSRD et dans le rapport PME volontaire. Donc, une influence matérielle réelle négative, on va dire que c'est un impact. Une influence matérielle potentielle négative, nous allons dire que c'est un risque. Et une influence matérielle réelle ou potentielle positive, c'est une opportunité. Donc, dans votre rapport, il n'y aura pas que les choses négatives que l'entreprise fait sur l'environnement, mais aussi des choses positives qu'elle fait. Donc, quelques exemples. Donc, un impact, donc la matérialité d'impact, c'est, par exemple, sur la population, ce sont ces pratiques d'emploi. Donc, comment va être répartie la valeur dans l'entreprise. Donc, c'est une chose qu'on va analyser. Donc, ce sont des pratiques, ce n'est pas monétaire, c'est vraiment comment elle fait. Sa chaîne d'approvisionnement, conditions de travail, contrat avec indépendance de ses fournisseurs et ses produits, leur sécurité, leur accessibilité. Sur l'environnement, évidemment, l'utilisation de l'énergie, la pollution de la terre, la pollution de l'eau et des autres ressources naturelles, ainsi que la fin de vie des produits, etc. Donc, tout ça, ce ne sont pas des éléments monétaires, économiques, mais surtout des éléments factuels impactant des tiers. Ensuite, nous avons la matérialité financière. Donc ça, c'est un enjeu de durabilité qui produise des effets économiques sur l'entreprise, qui engendre des risques ou opportunités, qui ont un effet matériel ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient un effet matériel à court, moyen ou long terme. Et donc là, on va analyser un impact donc économique, financier sur le développement de l'entreprise, sa position financière, ses résultats, ses flux de trésorerie, son accès au financement et aux capitaux. Par exemple, lorsqu'une activité de l'entreprise entraîne un impact négatif, par exemple sur les communautés locales, donc on a une usine qui est sur une île quelque part et il y a des villages autour. Donc, cela peut entraîner donc, de l'île des règlements plus stricts et un impact sur la réputation de l'entreprise. Et donc, ça va impacter économiquement, négativement, la position et la performance économique financière de l'entreprise. Donc, ça va être quantifiable monétairement. D'accord ? Nous verrons des exemples plus tard de comment on va analyser ces impacts. Donc, deuxième exemple, lorsque le modèle d'affaires de l'entreprise dépend d'une ressource naturelle, par exemple l'eau, l'entreprise est susceptible d'être affectée par des changements dans la qualité, la disponibilité, la tarification de cette ressource. Évidemment, si mon ressource principale est l'eau,
et que on vient me dire que l'eau est une restriction d'eau parce qu'on est dans une zone à faible eau, enfin, avec un manque d'eau, évidemment, ça va impacter mes résultats. Le point suivant, le concept clé suivant, évidemment, c'est les parties prenantes. Donc, les parties prenantes sont des individus ou des groupes de personnes qui peuvent exercer une influence sur l'entreprise et ou être affectés par les activités de l'entreprise. Il existe deux principaux groupes de parties prenantes. Donc, les parties prenantes affectées, c'est-à-dire les individus ou les groupes de personnes dont les intérêts sont ou pourraient être positivement et négativement influencés par les activités de l'entreprise et ses relations commerciales. Et les utilisateurs des états de durabilité, notamment les investisseurs, les prêteurs, les parties prenantes, les partenaires commerciaux, les partenaires sociaux et organisations de la société civile. D'accord ? Donc, cette deuxième partie, on va la retrouver dans le partenaire commerciaux. Donc, les partenaires commerciaux, ce sont donc les prêteurs, les investisseurs et les entreprises clientes de l'entreprise qui sont susceptibles d'être incluses dans les demandes de données de durabilité et de la part de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est dédié à la norme PME, que vous n'avez pas retrouvé ailleurs. Ensuite, il y a la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle d'affaires de l'entreprise et de l'environnement externe dans lequel elle opère. Elle englobe les activités, les ressources et les relations de l'entreprise utilise pour lesquelles elle s'appuie pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu'à la livraison, la consommation et la fin de vie. Donc évidemment, la chaîne de valeur, c'est l'avant, production, et l'après. Et évidemment, la CSRD et notre rapport de durabilité volontaire va impacter chaque point de cette chaîne de valeur. Et il va falloir analyser chaque point. La fin de vie, le recyclage, etc. Donc, en parlant de recyclage, le principe d'économie circulaire, les principes européens de l'économie circulaire sont la convivialité, réutilisation, réparabilité, démontage, remise à neuf, recyclage, recirculation par le cycle biologique, autre optimisation potentielle de l'utilisation des produits et des matériaux. Donc ça, c'est vraiment le point de fin de vie et c'est un concept qu'on peut évidemment utiliser sur toute la chaîne de production lorsqu'il y a des déchets de production, etc. Réutiliser chaque déchet pour en faire un produit ou une matière première. Et à la fin, la traiter pour ne pas la laisser dans la nature. Enfin, nous avons les gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, pour résumer, ce sont différents produits chimiques qui vont impacter la couche d'ozone, d'accord, donc la fissurer, entre guillemets, qui va entraîner un réchauffement climatique. Ces gaz à effet de serre sont mesurables, d'accord. L'Europe a créé 3 scopes pour mesurer cette émission de gaz à effet de serre. Donc, nous avons le scope 1 à 3, le scope 1, émission directe, le scope 2, émission indirecte, et le scope 3, émission de la chaîne de valeur de gaz à effet de serre provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise. L'émission brute de gaz à effet de serre, c'est les émissions donc, de gaz à effet de serre sans prendre en compte les absorptions de carbone ou autres ajustements. Si on va planter une forêt, évidemment, ça va absorber les gaz à effet de serre. Donc, ça serait l'émission nette de gaz à effet de serre ou l'émission brute si on ne prend pas en compte. Je laisse la parole à Nathalie pour vous, à présent, entrer réellement dans la norme simplifiée. Désolée. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la norme telle que l'EFRAG l'a rédigée. Donc, on est sur la norme simplifiée qui a été soumise pour l'instant, elle est provisoire, cette norme. Elle a été soumise à commentaires jusqu'à fin mai 2024. De ce fait, les entreprises ont pu la tester et puis ils ont pu renvoyer. Il y avait des questionnaires qui ont été mis en place pour savoir un peu l'applicabilité de cette norme. Et les entreprises ont complété, ont renvoyé des questionnaires. Et suite à ça, donc l'EFRAG est en train de remonter tout ça et de modifier la norme pour l'adapter éventuellement. Donc à suivre. Mais on va vous présenter donc la dernière norme qui est de janvier 2024, qui est donc en cours de modification, mais qui devrait être modifiée, on pense, à la marge.
Donc cette norme, elle combine 3 modules. Il y a d'abord un module de base qui est composé de 12 sous-sections et puis un module narratif, politique, action, objectif, PAT, et un troisième module qui est le module partenaires commerciaux. Donc on va vous décrire chacun des modules dans le dans les slides suivants. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce rapport volontaire à faire par les PME, il n'y a pas l'obligation de faire forcément les 3 modules, de remplir les informations pour ces 3 modules. En fait, l'entreprise pourra choisir de faire soit juste le module de base, qui reprend déjà pas mal d'informations, soit le module de base plus ce module PAT, ou soit le module de base et le module partenaires commerciaux, ou soit les 3. Donc, ça va dépendre en fait un petit peu de la taille de l'entreprise, de son environnement, parce que les 2 modules complémentaires demandent de faire une analyse de matérialité et les entreprises qui ont peu d'impact, qui ont peu de liens, pourront évidemment ne pas forcément faire tous les modules. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si la PME possède des filiales, il est recommandé qu'elle produise un reporting de durabilité consolidé de façon à intégrer ces filiales. Et ce rapport pourra être intégré soit au rapport de gestion annuel, ou soit dans un document séparé. Donc le module de base, il est composé de 12 sous-sections qui rendent compte de problématiques environnementales, sociales et conduite des affaires. Il est divisé comme ça en plusieurs parties. Les informations qui doivent être données doivent pouvoir être comparables d'une année sur l'autre et doivent être cohérentes avec les comptes annuels si elles correspondent à des éléments liés au compte. Dans ce module, il n'y a pas cette question justement de matérialité dont vient de parler Yochai. C'est de matérialité d'impact, matérialité financière. Et on va considérer pour le lecteur que si les informations ne sont pas données par rapport aux demandes précisées dans le module, ça veut dire qu'elles sont non applicables, parce qu'il peut y avoir des secteurs d'activité où il n'y a pas forcément de réponse à donner à cet indicateur parce que l'entreprise n'est pas concernée. Voilà. Et puis elle peut donner éventuellement des informations qualitatives ou quantitatives supplémentaires s'il y a besoin. Alors, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui. Continuez. Donc, le module de base, les deux premières parties sont les bases de déclaration et les pratiques vers les transitions vers une économie plus durable. Les indicateurs environnementaux, c'est B3 à B7 sur tout ce qui est énergie, pollution, biodiversité, eau. Après, on a B8 à B11 qui sont les enjeux sociaux qui concernent tout ce qui est lié au social, au RH. Et puis la dernière, B12, qui sont la conduite des affaires et qui est liée à la probité sur les problématiques de condamnation et amende. Donc l'AB1, l'AB1, c'est surtout pour donner les informations de base de l'entreprise, dire quelle a été l'option choisie. Ce que je disais, c'est qu'on peut choisir soit le module de base ou soit prendre des modules complémentaires, dire si les comptes vont être consolidés ou pas, c'est-à-dire déterminer un peu quelles vont être les informations de base de la déclaration. Après, les pratiques vers la transition écologique, l'entreprise va donner à voir si elle a mis en place en fait des pratiques, si elle a déjà travaillé sur ces questions, et elle va expliquer un petit peu ce qu'elle a pu faire pour réduire ses impacts négatifs, renforcer les impacts positifs, ce genre de choses. Et ça lui permet également, pour le module narratif PAT, de donner des informations qui pourront servir à ce module. Les indicateurs environnementaux, ils vont être sur le climat, sur l'eau, sur la pollution, sur la biodiversité. Donc, ça va être des indicateurs à donner en fonction de ces différents éléments. Par exemple, une usine va mesurer son taux de pollution de l'air et en fonction de ça, elle va voir si elle est dans des normes acceptables ou pas, et si elle est dans des normes non acceptables, ce qu'elle peut faire pour réduire sa pollution. Si elle, sur l'eau, elle va regarder sa consommation d'eau, ce genre de choses. Les indicateurs sociaux, eux, sont plus liés aux effectifs, la répartition des salariés,
le type de salarié, la formation, les, les relations avec les salariés. Et puis la conduite des affaires, donc là, on va être sur tout ce qui est condamnation et amende au cours de la période de référence de ce rapport, pour savoir bah, si, s'il y a une conduite comment dire, éthique ou pas des dirigeants de l'entreprise. Donc le deuxième module, hein, le module narratif, politique, action, objectif. Ce module donc, dépend, lui, d'une analyse de matérialité. Donc, il va falloir regarder l'impact sur l'environnement, hein, la matérialité d'impact, et regarder l'impact financier également que ces éléments peuvent avoir sur l'entreprise, mais aussi sur les parties prenantes. Donc, on va faire des analyses à court terme, c'est-à-dire à moins d'un an, ou à moyen terme, à 5 ans, ou à plus long terme, à plus de 5 ans. Il y a 5 sous-sections sur ce module. Une section stratégie, modèle d'affaires, enjeux de durabilité matérielle, gestion des enjeux de durabilité, principales parties prenantes et gouvernance. Donc, on va décrire un peu ces différents modules. Donc, le premier, stratégie, modèle d'affaires et durabilité. En fait, c'est une description des éléments clés de la stratégie et du modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, quels sont ses produits, ses services, sur quel marché, quels sont ses principaux fournisseurs, les clients, etc. Et donc, et les enjeux de durabilité qui sont liés à ça. Les enjeux de durabilité, donc c'est la deuxième publication, où justement, là, l'entreprise va devoir poser, pour chaque enjeu, quel est l'impact sur les personnes ou l'environnement, donc c'est la matérialité d'impact, ses effets réels et potentiels sur sa situation financière, donc sa matérialité financière, et les performances présentes ou futures de l'entreprise. Et puis, ses effets réels ou potentiels sur les activités et la stratégie de l'entreprise. Les 3 autres publications, donc la gestion des enjeux de durabilité matérielle, donc c'est la publication des politiques, des actions adoptées pour prévenir, atténuer ou remédier aux impacts négatifs ou aux risques financiers. Et donc, on reste toujours sur nos enjeux de matérialité. Les principales parties prenantes, avec qui l'entreprise travaille, les catégories de parties prenantes, comment vont-elles être impactées ou comment impacte-t-elle l'entreprise par rapport à ces différentes activités et ces différents moyens mis en œuvre pour traiter des questions de durabilité. Et pour terminer, la gouvernance, responsabilité en matière de développement durable. Et donc, du coup, c'est est-ce que la gouvernance est impliquée? Quelles sont ses responsabilités en matière de durabilité? Est-ce qu'il joue un rôle important pour essayer de traiter cette problématique? Qui est en charge de la gestion des enjeux au sein de l'entreprise et comment ça se passe? Le dernier module, le module partenaires commerciaux. Donc là également, on va avoir une analyse matérialité par rapport à ça. Là, on est plus sur les investisseurs, sur les gens qui vont lire le rapport, hein. Les analyses, pareil, vont être faites à court, moyen et long terme. Toujours la cohérence avec les états financiers, hein. Bien sûr, tout ce qui est mis dans le rapport, hein, si ce sont des données financières, doivent pouvoir se recouper, hein. On n'est pas hors sol. Les considérations spécifiques de l'entité lors de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, puisque dans ce module, il y a ce critère. Et puis, les points supplémentaires sur les informations nécessaires aux partenaires commerciaux, investisseurs et prêteurs. Donc, on va rentrer dans ce module qui est assez lourd, hein. Il est composé de 11 sous-sections. Donc, quels sont les revenus de certains secteurs, les ratios de diversité de genre au sein de l'organe de gouvernance, les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, le plan de transition pour atténuation du changement climatique, les risques physiques liés au changement climatique, les ratios déchets dangereux et déchets radioactifs, l'alignement avec les instruments internationalement reconnus, les processus de contrôle de conformité, le mécanisme de traitement des violations, les violations aux principes directeurs de l'OCDE
et de l'OIT, hein, Organisation internationale du travail, et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le nombre d'apprentis. Donc on va décrire, on va re-rentrer un peu dans ces différents, modules. Donc les revenus de certains secteurs, doit inclure une déclaration indiquant si elle est active ou pas dans plusieurs secteurs, tout en donnant les revenus qui s'y rapportent, et notamment sur les secteurs sensibles comme l'armement, le tabac, l'énergie fossile, le produit chimique. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui interpellent plus que d'autres sur, les questions, environnementales et durabilité, et donc l'entreprise doit communiquer, par rapport à cela. Le ratio de diversité de genre au sein de l'organe de gouvernance. Donc là, on est plus, sur, la problématique de la parité, hommes-femmes, notamment au sein de la gouvernance. On voit que dans ces différents modules, hein, on parle plusieurs fois des problématiques de gouvernance, que ce soit la probité, leur engagement, dans ces critères. Donc là, on est sur, comment est composée la gouvernance. Après les émissions, de gaz à effet de serre, donc quels sont les objectifs fixés par l'entreprise, que où elle en est aujourd'hui, donc il faut qu'elle fasse un bilan carbone, qu'elle dise, où elle en est, et puis, essayer de répondre aux questions sur les différents scopes, hein, scope 1, 2 et 3, pour voir son impact aujourd'hui et comment elle peut traiter ça. Après le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique, justement, comme on aura fait le point sur les gaz à effet de serre, voir, si, les moyens mis en œuvre et les plans, posés, permettent, justement d'être dans cet objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré, et voir, si, ce qui a été posé par rapport à ça. Ensuite, la cinquième publication, c'est les risques physiques liés au changement climatique. Quel effet, c'est publier les effets financiers anticipés des risques physiques liés au changement climatique pourraient avoir sur l'entreprise. Après, c'est des ratios, déchets dangereux, déchets radioactifs. Donc là, ça dépend du type d'entreprise qui est concernée, hein. Si on est dans une entreprise, par exemple, d'industrie chimique, forcément, elle va être concernée par ces critères et va devoir, donner des informations sur ces ratios et voir, comment elle peut limiter l'impact de ces, déchets, sur l'environnement et sur, les personnes, qui travaillent, dans l'entreprise ou même les tiers, qui sont, autour. L'alignement avec les instruments internationalement reconnus. Donc là, on va être sur des politiques relatives au personnel, voir si elles sont alignées sur, des instruments pertinents reconnus au niveau international, y compris, les normes des Nations unies et le respect des droits de l'homme. Hem et donc on continue avec le processus de conformité, des mécanismes de déclare et traitement des violations. L'entreprise doit indiquer si elle a mis en place, des éléments, hein, pour contrôler le respect des principes directeurs de l'OCDE. En fait, on va être sur le respect des droits de l'homme et le respect des salariés et des personnes, qui sont impliquées, dans l'entreprise. Donc c'est éviter, l'esclavage moderne, ce genre de choses. Sur la publication 9, on va être, dans la violation toujours des principes directeurs de l'OCDE, hein, donc il y a vraiment une partie très importante dans partenaires commerciaux à s'assurer que, tout ce qui est, lié, aux normes internationales, sont respectés, Charte internationale des droits de l'homme, déclaration de l'Organisation internationale du travail. Il faut vraiment que l'entreprise soit vertueuse par rapport à ça. Donc elle va indiquer, par exemple, si elle travaille avec des sous-traitants, dans différents pays, quelles sont les conditions, des personnes, dans ces différents pays. Il va y avoir, la publication, 10, équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc elle doit, publier le pourcentage de ses salariés qui ont droit à un congé en raison pour des raisons familiales, donner des informations là-dessus, et puis enfin le nombre d'apprentis, où là on va être plus sur des renseignements, concernant la formation professionnelle continue, des salariés et la volonté de favoriser cette formation au sein de l'entreprise. Je vais repasser la parole à Yochai pour,
tout ce qui concerne les compétences nécessaires aux travaux à mener pour réaliser ces rapports. Désolé, un petit problème de connexion. Vous m'entendez? Désolé. Le chef, c'est à toi. J'avais terminé la présentation. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ok, très bien. Donc, on arrive aux compétences. On arrive aux compétences. Ok, super. Donc, maintenant, nous allons arriver au point qui nous concerne, en fait. Donc, comment on va mettre en place ces rapports chez nos clients? Comment nous pouvons agir pour, évidemment, trouver ces informations, les analyser et communiquer dessus. Donc, évidemment, les compétences nécessaires afin de réaliser ces rapports volontaires par les experts comptables. Donc, évidemment, il n'y a pas que les experts comptables qui peuvent faire ce rapport. Ce rapport peut être fait par toute société qui a les compétences. Mais nous, évidemment, nous avons notre diplôme d'expert comptable qui nous permet d'avoir une légitimité sur la partie sociale, la partie chaîne de valeur, la partie, enfin énormément de parties qui concernent l'entreprise. Nous avons déjà les informations, la majorité des informations. Ensuite, nous vous recommandons évidemment de faire le visa durabilité pour la CSRD qui vous donnera les informations, les outils, les réflexes, les bonnes pratiques à avoir pour la CSRD et évidemment pour ce rapport volontaire pour les PME. Évidemment, vous devez former vos équipes dans la mise en place de ce rapport et qui puissent voir les sociétés qui en ont besoin à court, moyen et long terme. D'accord ? Donc, il y a des formations disponibles à l'ordre et à la compagnie. Et évidemment, il faut de la veille juridique et durable sur ce sujet. Donc, ça, je vous invite à nous demander. Notre comité est là pour justement vous fournir des informations sur tout ce qui est en rapport sur la CSRD ou sur ce rapport ou toute autre question de durabilité que vous aurez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous. Ensuite, quelles sont les questions que nous devons nous poser avant de lancer notre rapport de PME volontaire? Donc, première question, c'est comment les activités de l'entreprise ont eu ou sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur les personnes et l'environnement. D'accord ? On va prendre les différents chiffres d'affaires de l'entreprise, les produits et les services, voir les impacts. Donc, comme je dis, impact, risque et même des fois opportunités qui découlent de nos entreprises, de leurs activités. Ensuite, quelles sont les problématiques environnementales, sociales, ont affecté ou sont susceptibles d'affecter la situation financière, les performances et les flux de trésorerie de l'entreprise. Et comment, évidemment. Donc, première partie, c'est le volet environnemental. Deuxième partie, le volet social. Donc ça aussi, nous avons les informations pour analyser l'impact d'une pratique ou non dans la partie sociale. Est-ce que les façons de recruter sont respectueuses de l'inclusion, la diversité, etc. Est-ce que la valeur est répartie de façon équitable entre la partie salariale, la partie patronale, etc. Évidemment, nous devons, dans l'état de durabilité, fournir des informations pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables. Le rapport de durabilité doit être cohérent avec les autres documents émis par la PME, que ce soit ses états financiers, son rapport de gestion. On ne pourra pas mettre dans ce rapport
par rapport aux autres informations. Il faut qu'on soit cohérent. Comparable, d'accord? Donc, par rapport à l'année dernière ou par rapport aux autres entreprises. C'est pour ça qu'il y a une norme. Hein. Tout est maintenant, normalisé. Donc, tout le monde fait la même chose, ce qui permet de comparer tout le monde. D'accord? Personne ne peut mettre plus ou moins les indicateurs qu'il veut. Ensuite, en fonction du type, d'activité exercée par l'entreprise, l'inclusion d'informations supplémentaires, indicatives ou informations narratives, non couvertes par la norme et appropriées, afin de publier des problématiques qui sont courantes dans le secteur de l'entreprise. Cela contribue à la préparation d'informations pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables. Donc, c'est-à-dire que, en plus des informations, entre guillemets, légales que devront mettre les entreprises dans leur rapport durabilité, elles pourront ajouter certains indicateurs qui peuvent apporter une information plus pertinente au lecteur. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple, pour le cabinet d'expertise comptable, d'accord, on va pouvoir rajouter un volet par rapport à notre ordre significatif sur notre cabinet. Eh bien, nous allons pouvoir en parler en disant, voilà combien de contrôles qualité j'ai eu en un an, par exemple. Évidemment, il faut que ça soit significatif par rapport à nos matérialités. Si ce n'est pas matériel, il n'y a aucune raison d'en parler. Ensuite, si l'entreprise est une société mère d'un groupe, il est recommandé qu'elle établisse un état de durabilité sur une base consolidée, incluant les informations de ses filiales. Donc, nous allons voir après comment on va analyser le groupe, quelles sont les filiales à prendre en compte ou pas à prendre en compte, mais évidemment, ça ne sert à rien de faire un rapport durabilité sur une seule filiale qui va bien et qui est parfaite et que nous voulons une information pertinente. Donc, quand on dit pertinente, c'est sur le groupe entier. L'état de durabilité est préparé sur base annuelle. Il doit être disponible pour publication en même temps que les états financiers s'ils sont établis. Donc, évidemment, on essaye d'émettre toutes les informations en même temps pour que les investisseurs puissent avoir toutes les informations en même temps. L'entreprise peut présenter son état de durabilité dans une section distincte du rapport de gestion si celui-ci est requis par la loi et la réglementation en vigueur ou si le rapport de gestion est établi volontairement. Dans le cas contraire, l'entreprise peut présenter son état de durabilité dans un autre document. Donc, comme la CSRD, nous pouvons soit faire un rapport, soit mettre le rapport de durabilité dans le rapport de gestion avec une section dédiée, soit s'il n'y a pas de rapport de gestion, évidemment, créer un rapport de bout en bout à émettre. Afin d'éviter de publier 2 fois la même information, l'entreprise peut faire référence dans son état de durabilité à des informations publiées dans d'autres documents accessibles en même temps que l'état de durabilité. C'est pour ça qu'on émet tous les documents en même temps, pour éviter de répéter 30 fois la même chose. Si on vous dit que le chiffre d'affaires durable, c'est ça, bah, pas besoin de le répéter. Si vous l'avez mis dans un rapport de gestion, pas besoin de le répéter dans un autre document de la durabilité. Si vous avez mis que cette année, vous avez investi dans une forêt, vous avez créé une forêt au nom de la société, pas besoin de le redire dans le rapport de durabilité. On fera une note en disant « ce point a été développé dans le rapport de gestion ». Ensuite, lorsque les dispositions fournies par le présent projet, donc de la norme, nécessitent la publication d'informations classifiées, sensibles, l'entreprise peut évidemment omettre ces informations, même si elles sont considérées comme matérielles. D'accord ? On ne veut évidemment pas que l'entreprise révèle ses stratégies, d'accord, à la concurrence, on ne veut pas évidemment que l'entreprise ait une perte. Ce n'est pas le but de ce rapport. L'entreprise peut omettre ces informations classifiées ou sensibles. Évidemment, elle le dit, d'accord, dans son rapport, que pour des questions industrielles, cette information n'est pas dite. D'accord ? Mais le but, c'est de dire un maximum sans entrer dans les secrets de la société, clients, fournisseurs primordiaux, ressources primordiales, etc. Ensuite, donc maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le comment on va faire. Donc, premier point, on va délimiter le périmètre du rapport. Quelles entreprises, filiales doivent être prises en compte dans le rapport dans un groupe?
D'accord. Déterminer les modules qui composeront le rapport en fonction des problématiques de l'entité. Donc, comme on a vu dans la section B1 du rapport, nous devons dire si, avec le module de base, on va pouvoir parler du PAT et de la partie partenaires commerciaux. Donc, ensuite, nous allons donc chercher les entreprises. Donc, comme il est dit dans la norme, le référentiel groupe, c'est le référentiel consolidé, donc ANC 2020 ou IFRS 10, selon votre consolidation. Donc, on liste toutes les filiales, les participations du groupe, prendre en compte les différents modes d'intégration pour évaluer les risques de durabilité par l'entreprise. Évidemment, si je détiens une entreprise à 15%, qui est la limite de la mise en équivalence, je ne vais pas avoir le même impact que l'entreprise que je vais détenir à 100%. Il faut évidemment relativiser l'impact de chaque filiale sur notre rapport groupe. L'intégration des informations par filiale dans le rapport. Évidemment, si j'ai cela permet aussi de ne pas mettre de côté des sociétés, des filiales qui seront préjudiciables pour le rapport. Évidemment, si j'ai une filiale, par exemple en Chine ou dans des pays dont les lois sociales sont moins avantageuses que celles de la France, on serait tenté, vu que c'est un rapport volontaire, de les omettre. Mais non, on reste, encore une fois, dans le périmètre consolidé et il faut que ça soit cohérent avec notre rapport des comptes consolidés. D'accord ? Si j'ai pris cette filiale dans les comptes consolidés, je la prends aussi dans mon rapport volontaire de durabilité. Ensuite, les principes de matérialité à appliquer dans la présentation du module narratif PAT et partenaires commerciaux. Donc, il faut faire une analyse de matérialité, évidemment, c'est le principal problématique qu'on aura lorsque nous aurons à faire ces rapports. Comment on va construire cette double matérialité, comment on va la rendre pertinente pour faire ressortir les informations nécessaires. Donc, comme je vous l'ai dit, 2 dimensions doivent être prises en compte, la matérialité d'impact et la matérialité financière, la double matérialité. L'entreprise est encouragée à utiliser la liste contenue dans l'annexe B, liste des enjeux et durabilité du projet de la norme, comme guide pour l'identification de ces enjeux de durabilité matérielle. Voici un exemple donc, que nous avons pris de la formation visa durabilité sur la partie matérialité d'impact, sur la partie matérialité. Donc, vous pouvez voir un exemple de comment on va formaliser cette matérialité d'impact. Donc, il y a, comme je vous ai dit, les impacts négatifs et les impacts positifs. Nous allons prendre 4 critères pour les impacts négatifs. L'ampleur, d'accord, importance de l'impact négatif et les personnes, sur les personnes ou l'environnement. L'étendue, dans quelle mesure les impacts négatifs sont répandus. Le caractère irrémédiable, est-ce que nous pouvons la modifier, l'améliorer. Et la probabilité, évidemment, si c'est un risque, donc un impact potentiel. Pour les impacts positifs, ce qu'on appelle les opportunités, on va prendre l'ampleur, l'étendue et la probabilité parce qu'on ne veut pas changer, donc il n'y a pas de caractère irrémédiable, on veut laisser les impacts positifs, évidemment. Donc, nous allons arriver dans le tableau de droite d'illustration à chaque impact. Donc, nous allons prendre chaque section, donc la section eau, pollution de l'air, pollution de la terre, pollution de l'air, et nous allons voir notre impact en termes d'ampleur, d'étendue, irrémédiable et probable. Et à la fin, donc nous allons, comme vous voyez ici, nous avons un code couleur, vous pouvez mettre des chiffres, vous pouvez mettre, voilà, juste avoir une sorte de frise pour identifier les risques élevés ou pas. Et à la fin, on va conclure si c'est matériel ou pas. D'accord. Évidemment, n'hésitez pas à écrire comment vous avez décidé que c'était matériel ou pas, comment vous avez décidé que l'ampleur est rouge ou l'étendue est rouge, etc. Plus vous allez communiquer dans votre rapport, plus il sera lisible, plus il sera de qualité. Donc ça, c'est pour la partie impact. Vous voyez, on ne parle pas d'euros, je ne parle ni d'économie, je ne parle juste vraiment de est-ce que je vais impacter, est-ce que je vais avoir une influence sur l'environnement et les personnes. Mais je ne parle pas d'euros, je ne monétise pas cet impact. Donc voilà comment ça pourrait être présenté dans le rapport. Donc pour chaque critère, pour chaque impact, risque ou opportunité, on va mettre l'ampleur, critique, élevé, modéré, faible, 1, 2, 3, 4, en décrivant que voilà, la partie 4, pour l'ampleur, c'est une forte dégradation des ressources naturelles, et la partie 1, c'est peu ou pas d'impact. Vous voyez,
chaque point peut avoir sa propre matérialité. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément les mêmes mots qu'on va utiliser pour l'air, pour la terre, pour l'eau, pour la biodiversité, mais la formalisation sera la même. La matérialité financière, là, par contre, donc risque ou opportunité, c'est vraiment l'impact monétaire que va avoir les différents points, l'impact monétaire que va pouvoir avoir les différents points sur notre entreprise. D'accord? Influence matérielle sur les flux de trésorerie, le développement, la recherche et développement, par exemple, la performance, la position, le coût du capital, etc. Donc, si mon entreprise ne fait pas d'activité verte, elle va peut-être être au niveau d'accès aux emprunts. Les banques vont peut-être moins lui prêter, etc. Donc, nous avons besoin de définir des seuils qualitatifs et quantitatifs pour apprécier les critères d'évaluation. Il n'y a pas de méthode type, comme je vous l'ai dit. Chaque point pourra avoir des seuils de matérialité qui lui sont propres. Donc, quelques exemples. Donc, pour une matérialité financière au niveau d'un groupe, nous pouvons avoir des agrégats donc, financiers, évidemment. Donc, est-ce que l'impact sur de l'eau sur mon entreprise peut impacter mon chiffre d'affaires de moins d'1%, plus de 10%, plus de 15%, plus de 20%, ou mon EBITDA? Mais on peut voir aussi que, par exemple, le modèle d'affaires, nous allons l'analyser non pas en termes de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il faut que je refasse mon approche de ma production, de mes produits, est-ce que je dois refaire tout mon modèle d'affaires? D'accord? Donc évidemment, ça se monétise, mais vous voyez que l'approche n'est pas la même. Je ne parle pas d'un impact sur mon chiffre d'affaires, là je parle vraiment d'une refonte de contrôle interne de l'entreprise, de sa façon de faire, etc. Ou par exemple, la continuité de l'activité. Si je paie mon fournisseur principal, d'accord, qui me fournit ma matière première, quel est l'impact en termes de durée sur mon activité? Donc voilà, donc vraiment une différence entre impact qui n'est pas monétaire, qui est vraiment un impact physique, potentiel, mais qui a vraiment... Est-ce que les salariés... La matérialité financière, c'est OK, mon fournisseur me fournit plus de marchandises. Quel est mon impact financier sur la production, de développement? J'ai pas de prêt, comment je fais? D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'analyse. Et à la fin, un joli petit tableau mettant qui ensuite pour les questions, évidemment, à vos évidemment des questions de qualité à propos. Les Désolé, Internet, c'est pas mon jour aujourd'hui. Hop là, je suis de retour, vous inquiétez pas. Je terminerai cette formation. Donc, comme je le disais, obtenir cette information, il faut mettre en place, il faut voir si oui ou non nous avons les informations, les outils nécessaires pour pouvoir les extraire. Est-ce que je dois faire appel à un spécialiste, évidemment? Enfin, il faut analyser ces données
pour évidemment pouvoir les retranscrire et les mettre sur le rapport. Comment je vais collecter ces données? Donc, les indicateurs pour le module de base sont à la page 20 de la norme. La norme est publique, donc vous pouvez y avoir accès, et elle est très bien faite, et vous pouvez suivre facilement toutes les informations que vous devez émettre dans ce rapport. Maintenant, comment on va avoir accès à ces informations chez nos clients? Par exemple, gaz à effet de serre, il y a énormément d'outils depuis plusieurs années qui sont performants pour émettre les gaz à effet de serre des 3 scopes. Il y a la BPI qui a son outil, ABCS, et il y a beaucoup de partenaires du comité qui ont mis en place des outils. Donc ABCSR, ENSO, etc. Ces outils peuvent aller plus loin. Donc, comme je l'ai dit, ça permet d'avoir aussi une information ISO 26000 qui donne beaucoup d'indicateurs extra-financiers qui, en fait, pourront être utilisés par vous dans votre rapport. Pour la pollution des sols, de l'air, de l'eau, il faut évidemment aller mesurer notre impact. Si j'ai une usine au bord de l'eau, je vais devoir faire appel à un expert ou peut-être à un service interne qui va venir voir la pollution de l'eau par nos produits. La biodiversité, donc si j'ai une société de déforestation, je vais venir voir si le fait de couper les arbres ne va pas impacter de façon significative des espèces protégées, faune, flore. Est-ce que je ne vais pas mettre en danger des espèces? L'eau. Alors, l'eau, bien faire la différence entre la pollution de l'eau et l'utilisation de l'eau. Dans ce cas-là, on parle de l'eau, on parle des endroits où il y a un stress hydrique, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas assez d'eau. Et on va voir on va se demander comment le fait d'être coupé, par exemple, si j'ai une réglementation qui dit comme en été, on a une limitation dans l'eau, comment je vais impacter mon activité avec cette limitation? Encore une fois, je vous rappelle que ce rapport, c'est qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je peux faire. On ne vous demande pas de faire, d'accord? On ne demande pas aux entreprises de faire. On leur demande vraiment de rapporter ce qu'elles font et ce qu'elles peuvent faire dans ces différents éléments. D'accord? Évidemment, dernier point, utilisation des ressources économiques circulaires et gestion des déchets. Donc, comment l'entreprise va utiliser ces déchets, comment elle va recycler ces déchets, comment elle va traiter la fin de vie de ses produits. Donc, pour ça, évidemment, on a des éco-organismes, Citeo, écosystèmes, qui sont là pour justement traiter les déchets de certaines filières pour justement cette économie circulaire. Nous avons aussi notre vision macro. Si j'ai un client qui est ébéniste ou qui est menuisier et qu'il a des copeaux de bois comme déchets, à moi d'aller le voir et dire attends, mais ces copeaux de bois là, en fait, tu peux les utiliser pour les vendre à, je sais pas, à un boucher qui a besoin d'un four pour chauffer ses viandes. D'accord? À nous d'avoir ce réflexe de dire attends, mais je sais que j'ai un client qui fait ça, qui a besoin de ça comme ressource, et je sais que ce client il a des déchets, hop, je vais mutualiser ces deux ressources pour justement impacter l'économie circulaire des deux. Parce que, évidemment, le boucher qui va prendre les copeaux de bois du menuisier, lui, il va avoir aussi un impact positif puisqu'il va prendre des déchets recyclés. D'accord? Donc, c'est vraiment avoir cette vision macro que nous avons de tout notre panel de clients. Ensuite, il y a la partie sociale. Alors ça, évidemment, normalement, on est assez expert dans cette partie. Nous avons pratiquement toutes les informations, que ce soit un type de contrat, le nombre d'arrêts, le nombre d'arrêts maladie, d'accidents du travail, les rémunérations, les processus d'embauche, etc. Donc ça, évidemment, nous sommes les premiers acteurs de cette partie sociale. Et nous devons, évidemment, donc c'est la partie assez plus simple pour nous. La partie, évidemment, condamnation, amende pour corruption et pot de vin. Je présume que quand même la norme LAB nous permet déjà d'avoir anticipé que ces genres de clients ne soient pas arrivés chez nous. Mais vérifier le contrôle interne pour quand même éviter ce genre de problématique. Ensuite, pour le module PAT. Donc PAT, politique,
action, target en anglais, donc politique, action, objectif. C'est une partie qui ressemble à nos annexes. D'accord? On a la partie bilan, compte de résultat et la partie annexe où on va expliquer en fait tous les indicateurs qui sont dans le module de base. Donc, on va expliquer la stratégie, le modèle d'affaires, comment on a pris, quel type de produit on fait, quelles sont les principaux relations commerciales, les enjeux du durabilité matérielle, description de comment on va calculer notre matérialité, qui est matériel ou pas, quelles sont les politiques et les actions qu'on va mettre en place pour réduire ou pas, les principaux parties prenantes et la gouvernance. Est-ce que les dirigeants de l'entreprise sont au fait, est-ce qu'ils sont engagés pour, ou pas, ils ont le droit de ne pas être, dans les enjeux de durabilité. Encore une fois, hein, les informations sensibles ne sont pas à mettre. Hein, ne commencez pas à dire la recette du Coca-Cola dans le rapport. On ne veut pas que le client nous attaque pour divulgation de secrets professionnels, des éléments comme ça. Donc, vous ne mettez que les informations que le client accepte et qui n'est pas vital pour l'entreprise. Pour la partie partenaire commercial, donc la norme page 39 dit les différents indicateurs qu'elle veut voir apparaître. Donc, et elle cible certaines activités. Tabac, armement, combustible fossile. Elle veut voir la responsabilité en matière de durabilité, les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, les plans de transition pour l'atténuation du changement climatique, les risques liés au changement climatique, sécheresse, inondation, les ratios déchets dangereux et déchets radioactifs, alignement avec les signalements reconnus, etc. Donc, elle est très précise sur ce qu'elle veut. Donc, le processus de violation des directives de l'OCDE, est-ce qu'il y a eu des transgressions de la ligne directrice de l'OCDE, etc. Les personnels d'entreprise, l'équipe vie pro, vie perso, ça c'est un point très important dans nos cabinets. Et le nombre d'apprentis, donc apprentis, évidemment, on parle des contrats pro, les contrats d'alternants, etc., qui est un enjeu, un atout qu'on devrait mettre en avant chez nos clients. Pour conclure, on va quand même conclure et un peu faire les éléments importants de ce module avant de laisser la parole à M. Capelli. Donc, la norme présentée ici est une petite sœur de la CSRD. Elle est importante pour plusieurs points. Déjà, ça va être une obligation indirecte de nos PM, de nos clients, qui devront peut-être reporter des informations envers leurs fournisseurs et clients, ou pour avoir accès à des marchés publics ou privés, et pour avoir évidemment accès au capital. Donc les banques ne prêteront qu'à des sociétés qui pourront montrer qu'elles sont durablement responsables. Donc la norme en elle-même est très bien faite, vous pouvez y avoir accès facilement sur Internet, et elle décrit vraiment ce qu'elle veut, comment elle veut, et avec des annexes, des formules mathématiques pour pas que vous ayez à chercher à droite et à gauche qu'est-ce qu'il faut mettre. Ensuite, pour mettre en place, nous avons les outils. Il y a différents outils sur le marché. Et nous avons les informations déjà dans nos logiciels internes. À nous maintenant d'aller voir le client et de comprendre si oui ou non il va en avoir besoin et à quelle temporalité il aura besoin, parce que à long terme, normalement, tout le monde en aura besoin de ce rapport. Et Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, bonjour. Merci Yochet. Donc effectivement, ce rapport est important. On va passer la parole à Monsieur Capelli qui a accepté de venir se joindre à nous ce matin pour avoir justement un œil plus PME, un œil. C'est une personne qui travaille avec les PME et qui va pouvoir nous donner un autre point de vue justement sur la mise en place de cette norme. Et effectivement, les experts comptables ont tout leur rôle à jouer
sur ce nouveau secteur et sur ces rapports pour inciter les clients qui le souhaitent ou qui en auront besoin à pouvoir les aider à les mettre en place. Je vous passe la parole, Monsieur Capelli, et encore merci d'être là ce matin avec nous. Merci, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. J'ai 10 minutes pour vous restituer mon modeste complément à la présentation qui vient d'être faite, une présentation très complète et professionnelle. Et je vais le faire sous la forme d'un rapport d'étonnement. Je vais aller très vite sur cette diapo pour me positionner, si vous revenez sur la diapo précédente. Et en quelques mots, donc, je suis depuis 15 ans dans l'accompagnement des PME, TPE. Et le 30-15 que vous voyez là, ce n'est pas un score de tennis. J'ai passé une trentaine d'années dans l'industrie, dans des postes de direction commerciale et à la fin, une direction générale. Et le reste, très rapidement, donc, est plutôt aujourd'hui une forte activité associative et normative, avec quelques clients que je continue à accompagner, des clients institutionnels. Aux arts et métiers, j'anime le groupe professionnel développement durable, RSE. Nous avons à la FIEC, en bas à droite, publié un livre, il est gratuit, je pourrais vous l'envoyer, qui s'intitule « Réinventer les PME, le rôle essentiel de la RSE ». Et puis, dans les commissions normatives, donc, je suis présent dans 2 commissions, la commission qualité et la commission développement durable RSE. Alors, j'ai un petit mot en restant sur cette diapo. J'ai apprécié dans la présentation notamment l'introduction et pour parler du cadre. C'est fondamental de parler du cadre. Alors, on a parlé du cadre de la CSRD. Moi, je vous parle en 2 diapos du cadre de la RSE. RSE ou durabilité, c'est l'appellation actuelle. Et il y a quelque chose qui n'est pas forcément connu, c'est qu'en fait, depuis 30 ans, il y avait 2 voies. 2 voies qui, la bonne nouvelle, qui se rejoignent en 2024 avec la CSRD. Les 2 voies, c'est la voie extra-financière et l'autre voie, c'est la voie de la RSE volontaire, qui existe depuis la même durée. Donc, la diapo suivante fait un historique sur ce qu'on appelle l'extra-financier, en rappelant que dès la fin des années 90, ce sont les financiers qui avaient inventé l'extra-financier. Donc, pour cadrer un petit peu le comportement, surtout des grandes entreprises à l'export, donc c'était en pleine mondialisation, et ces normes, donc globalement, qui étaient des normes ESG, environnement, social, gouvernance, on peut en citer une qui a encore toute l'actualité, la norme SA 8000, par exemple, s'intéresse aux aspects sociaux dans le travail. Et il y avait d'autres normes comme ça. Et assez rapidement, donc, ces normes extra-financières qui cadraient finalement les démarches avec l'impact financier de ces démarches sociales, environnementales, sont devenues de la réglementation. Le premier pays qui a légiféré, c'était la France, avec les lois NRE en 2001. Donc, nouvelle régulation économique. Et ensuite, très rapidement, le Grenelle 2010, application 2012, pour arriver à la réglementation européenne, la NFRD en 2014, transposée en France en 2017, déclaration de performance extra-financière, DPEF, et enfin, la cerise aujourd'hui sur le gâteau extra-financier, la CSRD. Et d'autres cadrages européens qui concernent le climat, la taxonomie, ça a été évoqué à l'instant. Si on reprend la même échelle pour l'historique de la RSE volontaire, eh bien, ça a démarré également très tôt, même avant les années 90, puisque les sommets de l'ONU ont démarré en 72, il y en a eu un autre en 82, et le plus marquant a été à Rio en 92, sans oublier en l'an 2000, donc, les objectifs du millénaire, qui sont devenus 15 ans plus tard les objectifs du développement durable en 2015 et qui vont être mis à jour en 2030. Et si on parle normalisation, la norme exceptionnelle à l'ISO, ISO 26000, qui a été citée également tout à l'heure. Et si on parle maintenant du cadre national, pour revenir, oui, sur le cadrage de l'État, en fait, il y avait déjà en 97 une stratégie nationale du développement durable qui est devenue ensuite une stratégie RSE. Et la France avait bien avant ISO 26000,
démarré une norme française qui s'appelait la SD 21000 en 2003 et avait fait des expérimentations en PME, TPE. Donc on voit que c'est quelque chose qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Et puis, bien avant même, enfin quelques années avant la publication d'ISO 26000, les textes étaient déjà bien avancés. Certains organismes marchands ont mis au point des labels basés sur des référentiels RSE inspirés eux-mêmes d'ISO 26000. C'était en 2006, en 2007. Et ces labellisations donc existent toujours, se sont pas mal développées, sans oublier les notations, c'est pas tout à fait pareil, notation EcoVadis, la plus connue, qui aujourd'hui touche à peu près 7000 entreprises en France et 100 000 dans le monde. Et puis, ça a été dit, donc les FRAG proposent en RSE ou durabilité volontaire la fameuse norme qui a été largement bien présentée à l'instant. Alors, on peut se poser la question, finalement, combien d'entreprises aujourd'hui sont vraiment dans une démarche de RSE volontaire? Déclaration ou publication de la BPI, il y a quelques petites années, qui disait en gros une PME sur deux a une démarche RSE et qui disait également une sur quatre a une démarche structurée. C'est faux. C'est faux. J'assume mon affirmation. Et si on regarde d'autres études plus pointues, plus précises, exemple celle de Goodwill Management, qui est un cabinet d'évaluation immatérielle, les chiffres les plus récents, combien de PME ont une démarche mature? À peu près 2 pour 1000. 2 pour 1000. Combien ont une démarche, finalement, un engagement? À peu près 1 sur 100. Et combien ont des démarches partielles, sociales ou environnementales, ou les deux, entre 5 et 10%. Vous voyez qu'on est loin des chiffres BPI. Et pour qui et pourquoi ces PME, TPE le font? Très souvent à la demande d'un ou plusieurs grands clients. Et là, on voit un petit schéma un peu caricatural, mais il traduit bien la réalité. Ces pauvres grandes entreprises qui sont écrasées par la réglementation et qui, finalement, j'allais dire, balancent la patate chaude, c'est pas très sympa. En tous les cas, communiquent à leurs fournisseurs et sous-traitants et les spécifications d'achat de la diapo précédente, s'il vous plaît, merci, qui étaient des spécifications qualité, coût, délai, QCD, avec un grand C majuscule pour le coup. Bien, à ces spécifications s'ajoutent effectivement des critères RSE. Et vous le voyez, en tout petit, là, la PME, elle crie au secours. Et donc, si elle rentre dans ces démarches, c'est qu'il y a peut-être d'autres raisons que le client. Je vais en citer quelques-unes, les principales. La principale aujourd'hui, c'est le salarié. Ça veut dire que de plus en plus, les dirigeants de PME, TPE parlent d'attractivité. Et avoir une démarche en cours, effectivement, ça rassure les salariés en place et ça rassure également les candidats salariés. Il y a d'autres parties prenantes qui sont évidemment impactantes sur les PME, TPE, l'État d'abord, hein, tous les marchés publics aujourd'hui comportent des critères RSE, les financeurs, de plus en plus, les financeurs s'appuient largement sur les critères RSE et vont évidemment et s'intéressent déjà pas mal à la CSRD. Donc, ça m'amène à la conclusion. Je vais essayer de faire quelque chose de rapide. En fait, 3 points. J'insisterai particulièrement sur le troisième. Vous avez un rôle à jouer. Ça a été dit, je ne dis pas ça pour faire plaisir aux experts comptables. J'aurais dû dire que malgré ma micro-entreprise, hein, qui a 0 salarié, je fais appel, moi, à une expert comptable depuis 15 ans, c'est clair. Donc, il y a un rôle à jouer sur le plan financier, mais vous avez et vous aurez un rôle à jouer sur l'extra-financier. On peut l'appeler RSE, on peut l'appeler développement durable, on peut l'appeler durabilité. Le message principal, le premier sur la ligne ici, c'est de dire aux PME, TPE, bon sang, allez-y. Celles qui n'ont pas encore mis en place une démarche sont en retard et prennent un risque, quand on parle des risques dans la CSRD. Deuxième message, attention, il y a déjà des choses en place. On a vu qu'il y avait des labellisateurs qui travaillent depuis 20 ans, et même un peu plus. Donc ici, AFNOR, ici l'agence Lucie, il y en a quelques autres évidemment. Les FRAG proposent maintenant une norme simplifiée pour les PME, TPE. Il est évident que tous les labellisateurs, qui soient généralistes comme AFNOR, Lucie, EcoCert et quelques autres, sont en train d'intégrer ou ont déjà intégré les éléments CSRD. C'est du bon sens.
labels sectoriels existent dans différentes branches de l'industrie. Aujourd'hui, cette année, en 2024, va être lancé le label UIMM pour l'industrie mécanique, électrique, électronique, sidérurgie, etc., etc. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là. Et j'arrive à mon troisième point et probablement la recommandation principale. La recommandation vis-à-vis de vos clients PME, TPE, que vous allez accompagner, et vous aurez un rôle important. On a vu qu'il y a quand même une grosse majorité de PME, TPE qui n'ont pas encore fait grand-chose en RSE ou durabilité. Le message principal, c'est qu'elles mettent en place non seulement un reporting, il est bien cadré maintenant par la CSRD, mais une démarche. On peut l'appeler démarche de durabilité, de RSE, de développement durable, peu importe, une démarche. Et toute démarche de progrès dans une entreprise, c'est toujours en 4 phases. La première, donc je vais reprendre le PDCA. Avec P, c'est un cadre politique, stratégique, un cadre de planification. Le D, on déploie, déploiement avec des plans d'action. Le C, on check, on contrôle, on compte. Et là, on a une comptabilité extra-financière. Et le A, c'est l'amélioration. Ce sont des démarches de progrès. Qu'on soit en qualité, qu'on soit en environnement, qu'on soit en sécurité de l'information, on aura toujours ces 4 phases. Ce sont des systèmes de management, on peut les appeler comme ça. On va de plus en plus d'ailleurs les appeler des systèmes de gouvernance et management. Et pour finir, peut-être avant vos questions, la bonne nouvelle, c'est que la CSRD propose ce type de démarche en 4 phases, avec les aspects politiques, les aspects déploiement d'action, les aspects de contrôle, de check et les aspects d'amélioration. Voilà, j'ai été rapide pour respecter le temps qui m'était imparti. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Capelli. Donc, on va arriver à vos questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui ont été prises. Donc, on va y répondre. Alors, première question, est-ce que les supports seront disponibles? Bon, déjà, merci. C'est-à-dire que les supports sont de qualité. Je ne sais pas s'ils seront disponibles. En tout cas, le webinaire sera en replay et nous serons présents aux yeux. Donc, s'ils sont disponibles, nous les communiquerons. Et sinon, j'espère que vous avez pris des notes. Ensuite, le rapport contient des informations très sensibles sur la stratégie et intéresser la concurrence, comment préserver la confidentialité. Donc, évidemment, comme ça a été dit, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la stratégie, toutes les informations sensibles. Vous pouvez rester vague ou même dire cette information est sensible. Donc, mais il faut le dire, d'accord, que l'information est sensible et que vous ne pouvez pas le communiquer. Quelle sera la fréquence ou la périodicité de la présentation du rapport? Le rapport est sur base annuelle et il est à émettre en même temps que les autres documents annuels. Donc, a priori, c'est une fois par an. Enfin, selon les périodes financières, on va dire. Donc, si vous avez des semestriels, des trimestriels, ben, vous pouvez évidemment envoyer ça tous les semestres, tous les trimestres. Mais à la base, c'est une fois par an. Ensuite, le CAC devra-t-il certifier ce rapport volontaire lorsqu'il aura un mandat? Pas encore, mais si la CSRD est certifiée et que la CSRD a besoin de ce rapport pour valider, il se peut qu'on demande au commissaire aux comptes de valider. Alors, commissaire aux comptes ou expert comptable, ça peut être une mission d'attestation limitée, pas forcément raisonnable. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de besoin de certification de ces rapports. Le premier rapport émis devra inclure les données N-1 pour la comparabilité. Non. Comme la CSRD, le premier rapport sera que la première année. Donc, pour une entreprise qui publiera ces informations 2024, elle ne mettra que 2024 et non pas avec un comparatif 2023. Par contre, en 2025, elle mettra 2025 et 2024. Comment pouvons-nous récupérer les slides présentés aujourd'hui? D'accord, ok. Donc, oui. Quelles sont les modalités d'approbation du rapport volontaire dans l'entreprise? Assemblée générale. Alors, c'est un document volontaire, d'accord? Donc, il n'est pas forcément soumis à approbation de l'Assemblée générale. Évidemment, il est présenté à l'Assemblée générale,
mais n'a pas à être validé. C'est encore une fois, c'est volontaire. Donc, c'est-à-dire que tous les associés sont d'accord de le faire et ils sont évidemment, comme ce sont des parties prenantes, ils sont acteurs de ce rapport. Alors, concernant les outils, donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs partenaires qui sont donc, associés avec notre comité durabilité. On peut en citer Enzo, ABCSR, qui sont donc des partenaires, la BPI, qui sont des partenaires qui ont des outils donc, pour mesurer ISO 26000, les gaz à effet de serre, etc. Vous pouvez les retrouver dans nos journées durabilité. Vous pouvez les retrouver aussi aux UE ou tout événement que fera le comité. Évidemment, il y a les partenaires qui sont là et vous pouvez évidemment communiquer avec eux, partager avec eux vos problématiques. Et après, pour un rapport CSRD, je sais qu'il y a par exemple une entreprise qui s'appelle Goodstep qui, elle, a créé un rapport CSRD avec une IA. Nathalie. Alors, des conseils à donner aux PME pour la collecte de données. Le contrôle interne, évidemment. Comme une information financière, il faut que l'information ait des contrôles et qu'elle ne soit pas sortie du chapeau. Vous êtes là pour avoir une information vraisemblable et cohérente. Donc, évidemment, ils vont compter sur nous pour justement fiabiliser cette information et créer, si ce n'est pas déjà fait, des outils et des procédures pour justement collecter cette donnée. De quelle manière pensez-vous que l'on puisse facturer cette prestation? Cette prestation comme une attestation, comme un rapport, comme si un client venait vous demander un état intermédiaire pour sa banque, la banque, elle lui demandera aussi son rapport durabilité volontaire si elle veut avoir accès à des taux avantageux. Comme votre rapport volontaire, comme le rapport, comme la situation intermédiaire, vous allez facturer à votre client. Ce rapport, vous le facturez. Alors, soit, je pense au début au temps, le temps que vous mettiez en place en interne des process que vous formiez. Donc, ça sera sûrement à l'heure. Vous facturerez comme un conseiller, comme un avocat qui le ferait, comme un cabinet de conseil. Et au fur et à mesure du temps, plus vous en ferez, plus je pense vous ferez un forfait qui, en fait, sera assez, selon la taille de l'entreprise, évidemment, vous ferez un forfait qui pourra être facturé. Donc, au début, ça sera à l'heure, je pense. Un cabinet sans salarié et ne comportant qu'un seul expert comptable pourra-t-il établir le rapport? Oui, il pourra établir ce rapport, évidemment, mais dans sa partie sociale, ça sera peut-être... donc, il mettra quand même dans la partie de base les indicateurs qui seront en fait qui seront nuls, puisqu'il n'aura pas de salarié. Et encore, on va lui demander dans la partie PAT quelles sont les actions qu'il pourra mettre en place pour améliorer ce taux. Le rapport est-il signé par le président ou le gérant CSARL? Donc, encore une fois, c'est un rapport qui est émis par la société. La norme ne parle pas, encore une fois, de est-ce que c'est validé à l'Assemblée générale ou est-ce que c'est validé par le président. Évidemment, on ne pourra pas émettre un rapport volontaire sans l'accord de la direction ou sans l'accord de l'Assemblée générale. C'est évident qu'on n'est pas là pour émettre des informations sans l'accord des parties prenantes. Mais dans la norme, a priori, il n'y a pas Nathalie, corrige-moi si je me trompe, mais a priori, il n'y a pas écrit qui doit valider ce rapport. Je vous rappelle que la norme n'est pas encore terminée. D'accord ? Elle est encore en construction. Y a-t-il un comité à l'ordre capable de répondre à des questions d'interprétation? Évidemment, nous sommes là pour répondre. Mince, ils ne sont plus là. Je sais, ils ne sont plus là. Bon, j'ai dit qu'on était là. Si vous êtes là, super. Pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous. Le comité n'a pour but que de vous former, vous informer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous ferons mieux pour vous répondre. Merci, Yosef. On arrive à la fin de ce webinaire.
On s'excuse pour tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir pendant la présentation. J'espère quand même que ça vous a permis de savoir un peu plus sur ce rapport volontaire pour les PME. Et effectivement, le comité durabilité de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France est disponible pour répondre à toutes questions concernant ce rapport ou d'autres questions concernant la durabilité. Et puis, voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de matinée et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup, Yochem. Merci, au Merci revoir. beaucoup, Monsieur Capelli. Merci à vous. Oui, tu peux quitter le live, Nathalie, s'il te plaît? Ouais, s'il te plaît, que je puisse fermer. Non, il faut pas que tu fermes, il faut vraiment que tu fasses quitter le live. Avec le lien, tout simplement, ou sinon tu vas dans tes historiques et tu fais le dernier lien que